RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Marine Tondelier. Vous êtes conseillère régionale d'Europe Écologie Les Verts et candidate à la tête du parti. Vous êtes la favorite pour remplacer donc Julien Bayou à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Merci. Bonsoir. Et bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la COP 27 s'est terminée dimanche soir. De nombreux pays sont déçus, dont la France. Est-ce que vous considérez que c'est un renoncement, en tout cas un rendez-vous raté ? Malgré quelques avancées. Quelques avancées, pas sur le front du climat, sur le front de la solidarité peut-être, oui. C'est déjà ça, mais sur le front du climat, pas du tout. Les choses sont simples, quand on lit le GIEC, c'est-à-dire un consensus scientifique, il nous explique que pour qu'on reste, qu'on dise le maximum du réchauffement acceptable, c'est 1,5 degré, c'est ce que les scientifiques disaient, il aurait fallu qu'entre 1990 et 2030, on baisse de 45% les émissions de gaz à effet de serre. On est parti pour les augmenter de 10%. C'est-à-dire qu'on est à contresens et que ce qui se joue là, c'est le fait que les enfants qui naissent en 2022, cette année, est-ce que la planète sera encore habitable pour leurs 30 ans ? On est en train de choisir dans chacune de nos décisions ou de nos non-décisions, en fait, entre la vie et la mort. Et chaque jour qui avance, chaque jour où nous n'agissons pas, nous choisissons collectivement la voie de la mort pour nos écosystèmes, la voie de l'effondrement pour l'humanité. C'est très grave ce qui se joue et nous regardons ailleurs collectivement. Nous sommes donc vous êtes dans le camp des pessimistes alors ? Je pense qu'il y a un moment où on pouvait se dire est-ce que le verre est à moitié vide et à moitié plein ? Il est là à 80% vide, il faut en avoir confiance. Et j'ai pas l'impression, quand on vous enchaînez de la COP27 malheureusement à la Coupe du Monde... Vous avez dit, oui, c'est ça, j'essaie de rester optimiste. Mais vous voyez, quand vous enchaînez entre cette COP27 tragique où rien n'avance, le pétrole c'est tabou, le gaz c'est tabou, du coup on ne parle pas des sujets et vous enchaînez sur la Coupe du Monde au Qatar. En fait, il y a quand même franchement de quoi déprimer, même quand on est optimiste, comme je le suis et comme je le reste. Vous êtes finalement sur la ligne donc d'Antonio Guterres qui a dit il faut coopérer, c'est coopérer ou mourir. Oui. Mais est-ce que vous ne participez pas de cette éco-anxiété, puisque c'est un terme qui est apparu relativement récemment. On voit des jeunes qui disent qu'ils sont saisis de crises d'éco-anxiété, qu'ils se roulent en boule, qu'ils ne peuvent plus parler. Est-ce que vous ne participez pas de cette dramatisation qui inquiète, qui affole ? Mais je pense que c'est l'éco-anxiété, en fait, c'est normal. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Vous êtes éco-anxieuse, vous ? Évidemment, mais je me soigne. Ça se manifeste comment ? C'est qu'en fait, le cerveau humain, il n'est pas conçu en fait pour appréhender de manière frontale cet effondrement de l'humanité. On le voit bien d'ailleurs dans les actions qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. Et donc, il y a plein de stratégies possibles. Il y a la fabrique du doute qui est mise en place par certains, le déni, on peut regarder ailleurs, on peut se rassurer en disant que tout va bien. Et quand on regarde le problème en face, on est dans l'éco-anxiété. Nous, on essaye d'être entre les deux dans l'action, de se maintenir à flot. Mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe ou surtout tout ce qui ne se passe pas, c'est vraiment désespérant. Et moi, ce qui m'inquiète profondément, sont ceux qui se persuadent que tout va bien, sont ceux qui se persuadent qu'on va pouvoir tout continuer comme avant, sont ceux qui continuent à donner des milliards de recettes publicitaires pour qu'on achète des SUV. Et en fait, on va tous... on met en péril l'avenir de l'humanité, l'habitabilité de la planète. Et c'est quand même très dommage de le faire sans être en conscience, parce que si on décide tous que c'est ça qu'on veut faire, alors on le fait. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne font pas ce choix en conscience jour après jour, c'est ça qu'on doit leur rappeler. Vous l'avez évoqué d'un mot, Marine Tondelier, donc à la COP27, il s'est quand même passé quelque chose sur le front de la solidarité, sur la question de ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire les réparations réclamées aux pays riches, qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique, par les pays pauvres, qui en sont les principales victimes. Un fonds d'aide ou d'indemnisation, je ne sais pas exactement, doit être créé. On ne sait pas non plus exactement quand, on ne sait pas exactement combien, mais est-ce que vous considérez que là, il y a une avancée importante ? C'est mieux que rien, évidemment. Et puis, ça démontre qu'il n'y aura jamais d'écologie sans justice sociale et jamais de justice sociale sans écologie. Mais à la fin, d'indemnisation de quoi ? Quand les catastrophes vont se multiplier, quand les gens vont devoir quitter leur terre, quand on va tous chercher non plus à vivre mais à survivre, on va indemniser quoi ? L'argent ne fera pas tout. On essaye toujours de se rassurer par des éléments financiers. Et évidemment qu'il fallait prendre ces mesures, mais... Et à un moment, l'argent ne va plus suffire. Et l'argent est même d'ailleurs la cause du problème. Quand vous regardez au niveau mondial, vous prenez les 10% les plus riches, vous ne prenez pas en compte les 90% d'autres. Les 10% les plus riches, seuls, par leur mode de consommation, ne nous permettront pas de rester en dessous des 1,5 degré de réchauffement climatique. Les rapports du GIEC le montrent. Vous enlevez 90% de la population, ils ne sont plus là, ils ne font rien.
Les 10% seuls nous mettent dans le rouge. Et donc, vous voyez, l'argent fait quand même très partie du problème. Et ces 10% les plus riches, les pays les plus riches, les milliardaires peuvent se dire qu'ils compenseront financièrement. Ça ne va pas servir à grand-chose quand on sera les pieds dans l'eau, quand l'effondrement va se produire. En fait, on ne sera plus en train de compter nos billets. Alors les pays développés peuvent-ils supporter le coût économique que suppose une profonde transition ? Et surtout, est-ce que la décarbonisation ne va pas coûter trop cher ? Et est-ce qu'on peut soutenir ce coût ? C'est intéressant la manière dont vous posez la question, parce que la question du coût économique se pose, mais moi je vous pose la question du coût écologique. Et encore une fois, quand on ne sera plus là, on ne sera plus en train de compter les billets. Après, il y a une chose qu'il faut rappeler quand même. Par exemple, quand on parle de la pollution aussi de de l'équation de l'air, l'économie. mais quand on parle de la pollution de l'air, quand on parle des catastrophes qui se multiplient, tout ça, ça a un coût. La mauvaise qualité de l'air, en France, c'est 100 milliards par an de coûts pour la société. Les pesticides qu'on met sur nos salades et dans les champs, ça a un coût énorme aussi. Pour chaque salade ondue, on le paye. Parce que c'est pas dans le prix du produit que vous achetez, mais la société le paye. Les catastrophes climatiques qui s'enchaînent et qui font que même les assureurs ne veulent plus assurer les agriculteurs, assurer dans certaines régions contre l'effondrement, contre Qu'est-ce que la vous mettez sécheresse, dans les 100 milliards par an liés à la mauvaise qualité de l'air ? Alors c'est pas moi qui le mets, c'est un rapport du Sénat de 2015. Mais de quoi s'agit-il ? Alors c'est à la fois, par exemple, l'usure des bâtiments, c'est la baisse du rendement agricole, parce que c'est en 2030, moins 20% de rendement pour le blé, parce que les plantes s'atrophient, et je vous donne juste le chiffre du blé, mais c'est pour toutes les cultures. C'est le coût pour la sécurité sociale, c'est le coût en perte de productivité, parce que aujourd'hui, en France, on est 25%, je m'inclus dedans, à être allergique par exemple au pollen. Et c'est très lié au réchauffement climatique et très lié à la mauvaise qualité de l'air. Quand vous mettez bout à bout, par exemple, on parlait beaucoup à un moment du trou de la sécurité sociale. Mais ce n'était pas une crise financière, c'était une crise sanitaire. Et le nombre de maladies environnementales dues à la société, à la manière dont nous vivons, c'est énorme. Et c'est nous qui le payons. Alors nous sommes 8 milliards de terriens sur cette planète, on sera 10 millions en 2080 et il faudra nourrir la planète avec moins de terre, moins de forêts, moins d'eau. Est-ce que l'espoir, puisqu'on parlait d'espoir il y a quelques instants, réside pour vous dans le progrès, dans la recherche et dans l'innovation ? Est-ce que c'est une fenêtre d'espoir pour vous ? Si le progrès, c'est le nucléaire, si le progrès, c'est les OGM, et si le progrès, c'est tout ça, moi, ça ne m'ira pas. Parce qu'en fait, je pense qu'on participe... Et pourtant, les Indiens font pousser des OGM pour nourrir leur population. Est-ce que ça, vous dites, c'est une mauvaise idée pour les Indiens ? Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on est dans une forme de fuite en avant. Autre exemple, les bassines à Sainte-Soline, en Poitou-Charentes, on se dit... Le modèle agricole fait que la ressource en eau se raréfie. On pourrait changer le modèle agricole. Maintenant, on va créer des grandes bassines qui accroissent le problème. Mais les 100% d'agriculteurs... Mais c'est tout le temps comme ça. On se dit toujours qu'on va trouver des solutions par le progrès, par la technique. C'est un leurre. C'est un leurre parce qu'on est dans des... L'humanité a toujours progressé, tout de même. Oui, mais c'est quoi le progrès ? Les Indiens, comme vous dites, qui vivent des OGM, qui dépendent de Monsanto, qui doivent racheter les semences chaque année. Mais ils mangent. Ils mangent, mais à quel prix ? Et en fait, si on regarde d'un point de vue global, évidemment qu'on peut être 8 milliards. S'il y a de la justice, si les efforts sont partagés, si les richesses sont partagées, oui, on peut être 8 milliards. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors, et interrogeons nos modes de consommation. Moi, par exemple, je fais partie des gens qui ont arrêté de manger de la viande en 2009. Je ne demande pas à tout le monde de faire comme moi. Mais quand on nous dit c'est la sécheresse et c'est inadmissible qu'on irrigue les maïs, pourquoi on irrigue les maïs ? Pour nourrir 84% du maïs cultivé en France, c'est pour nourrir de l'élevage. Nourrir de l'élevage pour manger de la viande à tout va, dont d'ailleurs des tonnes et des tonnes par jour sont gaspillées. Il y a vraiment quelque chose dans notre manière de consommer, de vivre, qui doit changer, non pas pour se brider, mais pour vivre, justement, pour choisir ce camp de la vie. On est vraiment à un moment de l'histoire où chacun doit choisir son camp. Il y a le camp de ceux qui veulent vivre et préserver la vie, et le camp du déni et le camp de l'inaction font partie en fait du même camp, du camp de la mort, et c'est quelque chose dont nous devons prendre conscience. Est-ce que cet impératif de décroissance devrait aussi s'appliquer à la natalité ? Moi, je ne fais pas partie des personnes qui se posent... la question dans ce sens-là. J'ai choisi d'avoir des enfants. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que le choix de la vie, c'est aussi ça. Je comprends. Non, mais c'était pas forcément pas avoir d'enfants. Moi, je comprends les personnes qui, dans le contexte actuel, font le choix de ne pas en avoir. Je vais vous le dire, je partage leur terreur et je comprends les choix qu'ils font. Mais quand je vois certains, avec beaucoup de misogynie, de mépris social, etc., pointer le problème des femmes africaines, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Parce que parler des propos d'Emmanuel Macron. C'est pas le seul. Oui. C'est malheureusement pas le seul. Mais peut-être que quand c'est lui qui le dit, c'est encore plus grave, vous avez raison. Exemple, mais je vous ai donné les chiffres. Contrôle de la natalité. Mais je vous ai donné les chiffres. Non, mais je vous pose la question. Je vous ai donné les chiffres de qui nous conduit dans le mur. En France,
1% des plus riches émettent 13 fois plus de CO2 que 50% mais là, on des était Français. passé sur la progression de la population. Oui, mais du coup, le problème, c'est pas qui a combien d'enfants. C'est comment vivent ces familles et quel est leur impact. Plus on est nombreux sur Terre, plus il est difficile de nourrir toute la population. Avec autant d'accaparement des richesses, on ne peut pas dire que c'est les plus précaires qui sont la cause du problème. On peut se poser la question en fonction du nombre d'enfants. Moi, je la pose en termes d'impact sur le climat. C'est concret. Et je peux vous dire que les milliardaires dans ce monde, qui sont de plus en plus riches, qui en ont de plus en plus rien à faire de ce qu'ils sont en train de faire de la planète, parce que sans doute trouveront-ils une autre avec leurs vaisseaux spatiaux, parce qu'ils s'amusent. Leur tourisme, eux, c'est pas d'aller à la mer le week-end, c'est d'aller dans l'espace. Et en fait, ils nous envoient dans le mur. Et ce n'est pas les femmes africaines le problème, c'est ces personnes. Alors, on va parler un peu de politique politicienne, si vous voulez bien. On entend plus souvent les Verts. Donc là, on vous interroge effectivement sur ce que... Ça faisait du bien de parler un peu de fond, d'ailleurs. Je vous remercie. Complètement. Et on aimerait la continuer. La fond et la forme se rejoignent parfois. Exactement. Mais j'ai l'impression que, dites-moi si je rêve, mais que les Verts, on parle souvent plus de vos bisbilles que des solutions à apporter pour l'écologie. Et c'est un problème. Je vous ai dit tout à l'heure que l'esprit humain n'était pas fait pour prendre conscience du risque climatique, d'entrer en action. Et en fait, tout est diversion pour ne pas agir. Je considère que quand mon parti, les écologistes, font partie de la diversion, proposent eux-mêmes des diversions au sujet dont on devrait être en train de discuter, alors on fait partie du problème. Je le dis de manière très cash mais bienveillante parce que c'est mon parti que j'aime d'amour, qui m'a fait. Je suis un enfant de ce parti, mais en fait, il faut que ça change. Et alors, comment ? Qu'est-ce que si vous êtes élu, ce sera le 10 décembre, c'est ça ? Il y a un premier tour ce week-end où on élit 400 délégués dans toute la France et ces 400 délégués, nous sommes un parti fédéraliste, désigneront la direction le 10 décembre. D'accord. Et alors, il y a 6 femmes candidates. C'est beau. Mais non, ça gêne personne qui n'est pas un seul homme. Non, à part votre question, je n'ai pas encore eu la question. Non, mais c'est étrange, parce que si ça avait été 6 hommes... Je pense que le temps des femmes est venu. Chez nous, on applique, vous savez, on est les premiers à... C'est-à-dire que vous faites ce que faisaient les hommes en mâle, vous faites la même chose là, alors. Mais à l'envers. Regardez la société, je pense qu'on n'en est pas là. Non, mais vous pouvez dire que ça équilibre, mais vous pourriez être dans une démarche de parité. Peut-être qu'on équilibre pour tous les autres partis. Vous pourriez être dans une démarche de parité. En fait, on applique la parité. On a été les premiers à l'appliquer de manière ferme dans notre parti. Ça a permis de faire monter toute une génération de femmes. On applique dans notre instance la parité plus. Qu'est-ce que ça signifie ? Non, juste une question. Qu'est-ce que ça signifie qu'il n'y ait pas un homme ? Je vous explique. Il n'y a pas un homme qui se sent légitime, qui se sent à la hauteur de la tâche. Beaucoup, donc je vais vous expliquer. Non, mais nous appliquons la parité plus. Nous appliquons la parité plus. C'est-à-dire qu'il peut pas y avoir plus d'hommes que de femmes dans les instances, mais il peut y avoir plus de femmes que d'hommes. C'est une forme de discrimination positive. Ouais. Je veux dire, dans la société dans laquelle on vit, regardez les photos, y compris à gauche, des dernières législatives. C'était un sujet. Il n'y a pas de doute que dans le monde politique, les hommes continuent de dominer. Vous savez de quoi on est sûr, c'est que la prochaine responsable politique du parti Europe Écologie Les Verts sera une femme. Alors, et peut-être que la manière d'y arriver, c'était d'avoir ces femmes tête de liste. Et je me réjouis que chaque motion ait fait ce choix. C'est une très bonne nouvelle. En plus, je les connais toutes. Elles ont beaucoup de talent et ce sera un plaisir de travailler avec elles. Il y aura même des hommes dans la direction, figurez-vous. 2 autres questions assez rapides. Si vous êtes élu, est-ce que vous voulez continuer l'alliance avec la France Insoumise ? On a toujours travaillé ensemble. Moi, je vais vous le dire, à Hénin Beaumont en 2020, j'étais tête de liste d'une liste de la France Insoumise aux gaullistes sociaux. Au régional, dans les Hauts-de-France, on l'a refait. J'étais candidate de la NUPES aux législatives. On a toujours travaillé ensemble. Et d'ailleurs, aucune ville écologiste n'a été gagnée seule. Alors, il n'y avait pas toujours exactement les mêmes partis, mais bien sûr qu'on va continuer à travailler ensemble. Peut-être pas partout, à chaque élection, de la même manière, mais nous avons vocation à travailler ensemble. Autour de l'écologie politique, je précise. Europe Écologie compte 11 106 adhérents. Est-ce que vous avez des chiffres très précis. Très précis, voilà. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle là aussi la décroissance ? Évidemment que non, c'est pas suffisant. En fait, c'est une croissance, puisque nous étions entre 4 000 et 5 000 adhérents en 2017, quand tout le monde nous donnait pour fini en disant qu'on passerait pas l'année. Et donc, on a doublé le nombre d'élus, on a fortement augmenté notre nombre d'adhérents. Mais moi, je dis, c'est un certain défi, mais que d'ici la fin du mandat, on soit 1 million de sympathisants dans ce parti. Ça veut dire travailler sur toutes nos faiblesses, les affronter de manière très lucide. Ça veut dire aller faire de l'écologie populaire, aller renouer avec les quartiers populaires, avec les ruralités. J'étais ce week-end en Savoie, 20% des Françaises et des Français habitent en région de montagne avec des défis inédits qui vont se poser à eux. Il faut qu'on soit en mesure de dialoguer avec toutes ces personnes, de refonder un nouveau parti d'écologie avant l'été et d'ici la fin du mandat d'être 1 million de sympathisants. Je pense que l'écologie le vaut bien. Le député de la France Insoumise, Aymeric Caron, va défendre après-demain une proposition de loi visant à interdire la corrida dans le cadre avec de la niche soutien des écologistes parlementaire de LFI, la NUPES. Au nom de quoi, selon vous, faudrait-il interdire cette pratique qui est très ancrée dans un certain nombre de villes du Sud-Ouest en particulier ?
mais il y a beaucoup de traditions qui sont sûrement très ancrées, mais qui sont indignes pour le vivant. C'est le cas de la chasse à courre que je combats dans ma région, c'est le cas de la chasse à la glu, c'est le cas de la corrida. Et en fait, je pense que la manière dont nous traitons les animaux est assez symbolique du respect que nous avons pour le vivant et qu'il y a des pratiques qu'il faut savoir interdire. Moi, j'ai été très choquée ce week-end, je le dis dans le JDD, d'avoir cette tribune, beaucoup d'hommes d'ailleurs, des barons, comme on dit, Renaud Muselier, Monsieur Estrosi, Monsieur Cazeneuve, il me semble aussi, qui nous expliquent que ce serait de l'éco-totalitarisme de remettre en cause les traditions. Mais enfin, c'est un vote du Parlement. C'est exactement la démocratie. Et je vais vous le dire, leur tradition à plus 4 degrés, elles iront pas bien mieux. Donc je veux bien qu'on soit le problème de tous leurs mots, la base de tous leurs mots, mais la réalité est quand même un peu plus complexe. Si c'est au nom de la souffrance animale, est-ce que la démarche n'aurait pas dû être plus large et viser par exemple aussi l'abattage rituel halal ou kasher, comme le demandent un certain nombre d'associations depuis déjà assez longtemps? Mais en fait, on ne peut pas faire une proposition de loi sur la corrida et l'abattage rituel halal et kasher, ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, est-ce que la corrida est une priorité en matière de souffrance animale? Oui, si vous mettez d'un côté l'abattage rituel, de l'autre la corrida en termes de nombre. Oui, parce que c'est un spectacle auquel participent des familles, que c'est quelque chose qu'on donne à voir, qu'on valorise et qu'on sacralise. La tribune de plusieurs responsables politiques le montre. Donc oui, c'est un sujet. Après, vous savez comment ça marche, des propositions de loi. Vous avez 2 heures pour discuter, il faut un article unique, sinon c'est... Mais ce qui vous dérange le plus, c'est le côté traditionnel ou c'est le côté souffrance animale? Parce que si on est dans la souffrance animale, ce que dit Frédéric, effectivement, est entendable. Moi, je suis contre toute forme de souffrance animale. Je vous dis, je suis végétarienne depuis 2009. Donc, toute forme de souffrance animale me pose un problème. L'exploitation de la femme par l'homme, du vivant par l'homme, de l'animal par homme me pose un problème. Et donc, oui, on a un sujet de souffrance animale dans ce pays, et pas que. Alors, si vous avez l'air pleine d'optimisme, en tout cas de dynamisme... D'optimisme, je ne sais pas, d'énergie en tout cas. D'énergie, voilà. En 2 mots, qu'est-ce qui va changer avec vous chez Europe Écologie Les Verts? Je pense qu'on a de nouvelles incarnations à présenter à ce pays. Je ne parle pas que de moi. On aura beaucoup de nouvelles personnes dans cette direction de l'écologie politique, y compris des députés, de nouvelles députées qu'on connaît mal parce que, voilà, elles commencent. Mais moi, je suis attentivement leurs interventions. Il y a vraiment de beaux visages de l'écologie à découvrir. Il faut qu'on les mette en valeur. Il faut, nous, qu'on se refonde. Et je pense que vous voyez dans ce pays des personnes qui sont inquiets pour leurs enfants, les petits-enfants qui sont émus quand ils se promènent en forêt, etc. Il y en a plein. Il faut qu'on soit capable de leur parler, mais pas juste de leur parler, de les former, de les aider à préparer les prochaines échéances électorales et puis surtout d'entrer en action sur toutes les luttes, dans tous les terrains où on en a besoin. Merci Marie Tondelier. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à Flore Simon et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission. Et merci bien sûr à toute l'équipe technique sans qui nous ne serons rien. Merci à tous.